Bonjour à tous, je vais vous lire une nouvelle de Maupassant. Le protecteur. Très belle écoute. Il n'aurait jamais rêvé une fortune si haute. Fils d'un huissier de province, Jean Marin était venu, comme tant d'autres, faire son droit au quartier latin. Dans les différentes brasseries qu'il avait successivement fréquentées, il était devenu l'ami de plusieurs étudiants bavards qui crachaient de la politique en buvant des bocs. Il s'est pris d'admiration pour eux et les suivit avec obstination de café en café, payant même leur consommation quand il avait de l'argent. Puis il se fit avocat et plaida des causes qu'il perdit. Or voilà qu'un matin, il apprit dans les feuilles qu'un de ses anciens camarades du quartier venait d'être nommé député. Il fut de nouveau son chien fidèle, l'ami qui fait les corvées, les démarches, qu'on envoie chercher quand on a besoin de lui et avec qui on ne se gêne point. Mais il arriva par aventure parlementaire que le député devint ministre. 6 mois après, Jean Marin était nommé conseiller d'État. Il eut d'abord une crise d'orgueil à en perdre la tête. Il allait dans les rues pour le plaisir de se montrer, comme si on eût pu deviner sa position rien qu'à le voir. Il trouvait le moyen de dire aux marchands chez qui il entrait, aux vendeurs de journaux, même aux cochers de fiacre, à propos des choses les plus insignifiantes. Moi qui suis conseiller d'État, puis il éprouva naturellement, comme par suite de sa dignité, par nécessité professionnelle, par devoir d'homme puissant et généreux, un impérieux besoin de protéger. Il offrait son appui à tout le monde, en toute occasion, avec une inépuisable générosité. Quand il rencontrait sur les boulevards une figure de connaissance, il s'avançait d'un air ravi, prenait les mains, s'informait de la santé, puis, sans attendre les questions, déclarait « Vous savez, moi je suis conseiller d'État et tout à votre service. Si je puis vous être utile à quelque chose, usez de moi sans vous gêner. Dans ma position, on a le bras long. » Et alors il entrait dans les cafés avec l'ami rencontré pour demander une plume, de l'encre et une feuille de papier à lettres. Une seule, garçon, c'est pour écrire une lettre de recommandation. Et il en écrivait des lettres de recommandation, 10, 20, 50 par jour. Il en écrivait au café américain, chez Bignon, chez Tortoni, à la Maison Dorée, au café riche, au Helder, au café anglais, au napolitain, partout, partout. Il en écrivait à tous les fonctionnaires de la République, depuis les juges de paix jusqu'aux ministres, et il était heureux, tout à fait heureux. Un matin, comme il sortait de chez lui pour se rendre au Conseil d'État, la pluie se mit à tomber. Il hésita à prendre un fiacre, mais il n'en prit pas et s'en fut à pied par les rues. L'averse devenait terrible, noyait les trottoirs, inondait la chaussée. M. Marin fut contraint de se réfugier sous une porte. Un vieux prêtre était déjà là, un vieux prêtre à cheveux blancs. Avant d'être conseiller d'État, M. Marin n'aimait point le clergé. Maintenant, il le traitait avec considération depuis qu'un cardinal l'avait consulté poliment sur une affaire difficile. La pluie tombait en inondation, forçant les deux hommes à fuir jusqu'à la loge du concierge pour éviter les éclaboussures. M. Marin, qui éprouvait toujours la démangeaison de parler pour se faire valoir, déclara « Voici un bien vilain temps, monsieur l'abbé. » Le vieux prêtre s'inclina. « Oh oui, monsieur, c'est bien désagréable lorsqu'on ne vient à Paris que pour quelques jours. Ah, vous êtes de province ? » ?»« Oui, monsieur, je ne suis ici qu'en passant. » »« En effet, c'est très désagréable d'avoir de la pluie pour quelques jours passés dans la capitale. Nous autres fonctionnaires, qui demeurons ici toute l'année, nous n'y songeons guère. » L'abbé ne répondait pas. Il regardait la rue où l'averse tombait moins pressée.
et soudain, prenant une résolution, il releva sa soutane comme les femmes relèvent leurs robes pour passer les ruisseaux. Monsieur Marin, le voyant partir, s'écria « Vous allez vous faire tremper, monsieur l'abbé. Attendez encore quelques instants, ça va cesser. » Le bonhomme indécis s'arrêta, puis il reprit « C'est que je suis très pressé, j'ai un rendez-vous urgent. » Monsieur Marin semblait désolé. « Mais vous allez être positivement traversé. Peut-on vous demander dans quel quartier vous allez ?» Le curé paraissait hésiter, puis il prononça « Je vais du côté du Palais Royal. » « Dans ce cas, si vous le permettez, monsieur l'abbé, je vais vous offrir l'abri de mon parapluie. Moi, je vais au Conseil d'État. Je suis conseiller d'État. » Le vieux prêtre leva le nez et regarda son voisin, puis déclara « Oh, je vous remercie beaucoup, monsieur. J'accepte avec plaisir. » Alors M. Marin prit son bras et l'entraîna. Il le dirigeait, le surveillait, le conseillait. « Prenez garde à ce ruisseau, monsieur l'abbé. Surtout méfiez-vous des roues des voitures. Elles vous éclaboussent quelquefois des pieds à la tête. Faites attention au parapluie des gens qui passent. Il n'y a rien de plus dangereux pour les yeux que le bout des baleines. Les femmes surtout sont insupportables. Elles ne font attention à rien et vous plantent toujours en pleine figure les pointes de leurs ombrelles ou de leurs parapluies. Et jamais elles ne se dérangent pour personne. On dirait que la ville leur appartient. Elles règnent sur le trottoir et dans la rue. Je trouve quant à moi que leur éducation a été fort négligée. » Et M. Marin se mit à rire. Le curé ne répondait pas. Il allait un peu voûté, choisissant avec soin les places où il posait le pied pour ne crotter ni sa chaussure ni sa soutane. M. Marin reprit. « C'est pour vous distraire un peu que vous venez à Paris, sans doute. » Le bonhomme répondit. « Non, j'ai une affaire. »« Ah, est-ce une affaire importante ? Oserais-je vous demander de quoi il s'agit ? Et si je puis vous être utile, je me mets à votre disposition. » Le curé paraissait embarrassé. Il murmura. « Oh, c'est une petite affaire personnelle, une petite difficulté avec mon évêque. Cela ne vous intéresserait pas. C'est une affaire d'ordre intérieur, de matière ecclésiastique. » M. Marin s'empressa. « Mais c'est justement le Conseil d'État qui règle ces choses-là. Dans ce cas, usez de moi. »« Oui, monsieur, c'est aussi au Conseil d'État que je vais. Vous êtes 1000 fois trop bon. J'ai à voir monsieur Le Repère et monsieur Savon, et aussi peut-être monsieur Petitpas. » M. Marin s'arrêta net. « Mais ce sont mes amis, monsieur l'abbé, mes meilleurs amis, d'excellents collègues, des gens charmants. Je vais vous recommander à tous les trois, et chaudement, comptez sur moi. » Le curé remercia, se confondit en excuses, balbutia 1000 actions de grâce. M. Marin était ravi. « Ah, vous pouvez vous vanter d'avoir une fière chance, monsieur l'abbé. Vous allez voir que grâce à moi, votre affaire ira comme sur des roulettes. » Ils arrivaient au Conseil d'État. M. Marin fit monter le prêtre dans son cabinet, lui offrit un siège, l'installa devant le feu, puis prit place lui-même devant la table et se mit à écrire. « Mon cher collègue, permettez-moi de vous recommander de la façon la plus chaude un vénérable ecclésiastique, des plus dignes et des plus méritants. Monsieur l'abbé, » il s'interrompit et demanda « Votre nom, s'il vous plaît. »« L'abbé Ceinture. » M. Marin se remit à écrire. « Monsieur l'abbé Ceinture, qui a besoin de vos bons services pour une petite affaire dont il vous parlera. Je suis heureux de cette circonstance qui me permet, mon cher collègue, » et il termina par les compliments d'usage. Quand il eut écrit les 3 lettres, il les remit à son protégé, qui s'en alla après un nombre infini de protestations. M. Marin accomplit sa besogne, rentra chez lui, passa la journée tranquillement, dormit en paix, se réveilla enchanté et se fit apporter les journaux. Le premier qu'il ouvrit était une feuille radicale. Il lut. « Notre clergé
et nos fonctionnaires. Nous n'en finirons pas d'enregistrer les méfaits du clergé. Un certain prêtre nommé Ceinture, convaincu d'avoir conspiré contre le gouvernement existant, accusé d'actes indignes que nous n'indiquerons même pas, soupçonné en outre d'être un ancien jésuite métamorphosé en simple prêtre, cassé par un évêque pour des motifs qu'on affirme inavouables, et appelé à Paris pour fournir des explications sur sa conduite, a trouvé un ardent défenseur dans le nommé Marin, conseiller d'État, qui n'a pas craint de donner à ce malfaiteur en soutane les lettres de recommandation les plus pressantes pour tous les fonctionnaires républicains, ses collègues. Nous signalons l'attitude inqualifiable de ce conseiller d'État à l'attention du ministre. M. Marin se dressa d'un bond, s'habilla, courut chez son collègue Petitpas qui lui dit « Ah ça, vous êtes fou de me recommander ce vieux conspirateur !» Et M. Marin, éperdu, bégaya « Mais non, voyez-vous, j'ai été trompé, il avait l'air si brave homme, il m'a joué, il m'a indignement joué. Je vous en prie, faites-le condamner sévèrement, très sévèrement. Je vais écrire. Dites-moi à qui il faut écrire pour le faire condamner. Je vais trouver le procureur général et l'archevêque de Paris. Oui, l'archevêque. » Et s'asseyant brusquement devant le bureau de M. Petitpas, il écrivit « Monseigneur, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de votre grandeur que je viens d'être victime des intrigues et des mensonges d'un certain abbé Ceinture, qui a surpris ma bonne foi. Trompé par les protestations de cet ecclésiastique, j'ai pu... » Puis, quand il eut signé et cacheté sa lettre, il se tourna vers son collègue et déclara « Voyez-vous, mon cher ami, que cela vous soit un enseignement. Ne recommandez jamais personne. » La chevelure. Les murs de la cellule étaient nus, peints à la chaux. Une fenêtre étroite et grillée, percée très haut de façon qu'on ne pût pas y atteindre, éclairait cette petite pièce claire et sinistre. Et le fou, assis sur une chaise de paille, nous regardait d'un œil fixe, vague et hanté. Il était fort maigre, avec des joues creuses et des cheveux presque blancs qu'on devinait blanchis en quelques mois. Ses vêtements semblaient trop larges pour ses membres secs, pour sa poitrine rétrécie, pour son ventre creux. On sentait cet homme ravagé, rongé par sa pensée, par une pensée, comme un fruit par un ver. Sa folie, son idée était là, dans cette tête obstinée, harcelante, dévorante. Elle mangeait le corps peu à peu. Elle, l'invisible, l'impalpable, l'insaisissable, l'immatérielle idée minait la chair, buvait le sang, éteignait la vie. Quel mystère que cet homme tué par un songe. Il faisait peine, peur et pitié, se possédait. Quel rêve étrange, épouvantable et mortel habitait dans ce front qu'il plissait de rides profondes, sans cesse remuantes. Le médecin me dit « Il a de terribles accès de fureur. C'est un des démons les plus singuliers que j'ai vus. Il est atteint de folie érotique et macabre. C'est une sorte de nécrophile. Il a d'ailleurs écrit son journal qui nous montre le plus clairement du monde la maladie de son esprit. Sa folie y est pour ainsi dire palpable. Si cela vous intéresse, vous pouvez parcourir ce document. » Je suivis le docteur dans son cabinet et il me remit le journal de ce misérable homme. « Lisez, dit-il, et vous me direz votre avis. » Voici ce que contenait ce cahier. Jusqu'à l'âge de 32 ans, je vécus tranquille, sans amour. La vie m'apparaissait très simple, très bonne et très facile. J'étais riche. J'avais du goût pour tant de choses que je ne pouvais éprouver de passion pour rien. C'est bon de vivre. Je me réveillais heureux, chaque jour, pour faire des choses qui me plaisaient, et je me couchais satisfait, avec l'espérance paisible du lendemain et de l'avenir sans souci. J'avais eu quelques maîtresses sans avoir jamais senti mon cœur affolé par le désir ou mon âme meurtrie d'amour après la possession. C'est bon de vivre ainsi. C'est meilleur d'aimer, mais terrible.
Encore ceux qui aiment comme tout le monde doivent-ils éprouver un ardent bonheur, moindre que le mien peut-être, car l'amour est venu me trouver d'une incroyable manière. Étant riche, je recherchais les meubles anciens et les vieux objets, et souvent je pensais aux mains inconnues qui avaient palpé ces choses, aux yeux qui les avaient admirées, au cœur qui les avait aimées, car on aime les choses. Je restais souvent pendant des heures et des heures, à regarder une petite montre du siècle dernier. Elle était si mignonne, si jolie, avec son émail et son or ciselé. Et elle marchait encore, comme au jour où une femme l'avait achetée dans le ravissement de posséder ce fin bijou. Elle n'avait point cessé de palpiter, de vivre sa vie de mécanique, et elle continuait toujours son tic-tac régulier depuis un siècle passé. Qui donc l'avait portée, la première sur son sein dans la tiédeur des étoffes, le cœur de la montre battant contre le cœur de la femme? Quelle main l'avait tenue au bout de ses doigts un peu chauds, l'avait tournée, retournée, puis avait essuyé les bergers de porcelaine ternis une seconde par la moiteur de la peau? Quels yeux avaient épié sur ce cadran fleuri leur attendu, leur chérie, leur divine? Comme j'aurais voulu la connaître, la voir, la femme qui avait choisi cet objet exquis et rare. Elle est morte. Je suis possédée par le désir des femmes d'autrefois. J'aime de loin toutes celles qui ont aimé. L'histoire des tendresses passées m'emplit le cœur des regrets. Oh, la beauté, les sourires, les caresses jeunes, les espérances, tout cela ne devrait-il pas être éternel? Comme j'ai pleuré pendant des nuits entières sur les pauvres femmes de jadis, si belles, si tendres, si douces, dont les bras se sont ouverts pour le baiser et qui sont mortes. Le baiser est immortel, lui. Il va de lèvre en lèvre, de siècle en siècle, d'âge en âge. Les hommes le recueillent, le donnent et meurent. Le passé m'attire, le présent m'effraie parce que l'avenir c'est la mort. Je regrette tout ce qui s'est fait, je pleure tous ceux qui ont vécu. Je voudrais arrêter le temps, arrêter l'heure. Mais elle va, elle passe. Elle me prend de seconde en seconde un peu de moi pour le néant de demain. Et je ne revivrai jamais. Adieu celle d'hier, je vous aime. Mais je ne suis pas à plaindre, je l'ai trouvée, moi, celle que j'attendais, et j'ai goûté par elle d'incroyables plaisirs. Je rôdais dans Paris par un matin de soleil, l'âme en fête, le pied joyeux, regardant les boutiques avec cet intérêt vague du flâneur. Tout à coup, j'aperçus chez un marchand d'antiquités un meuble italien du XVIIe siècle. Il était fort beau, fort rare. Je l'attribuais à un artiste vénitien du nom de Vitelli, qui fut célèbre à cette époque. Puis je passais. Pourquoi le souvenir de ce meuble me poursuivit-il avec tant de force que je revins sur mes pas? Je m'arrêtai de nouveau devant le magasin pour le revoir, et je sentis qu'il me tentait. Quelle singulière chose que la tentation! On regarde un objet et peu à peu il vous séduit, vous trouble, vous envahit comme ferait un visage de femme. Son charme entre en vous, charme étrange qui vient de sa forme, de sa couleur, de sa physionomie de choses. Et on l'aime déjà, on le désire, on le veut. Un besoin de possession vous gagne, besoin doux d'abord, comme timide, mais qui s'accroît, devient violent, irrésistible. Et les marchands semblent deviner à la flamme du regard l'envie secrète et grandissante. J'achetai ce meuble et je le fis porter chez moi tout de suite. Je le plaçai dans ma chambre. Oh, je plains ceux qui ne connaissent pas cette lune de miel du collectionneur, avec le bibelot qu'il vient d'acheter. On le caresse de l'œil et de la main comme s'il était de chair. On revient à tout moment près de lui. On y pense toujours, où qu'on aille, quoi qu'on fasse. Son souvenir aimé vous suit dans la rue, dans le monde, partout. Et quand on rentre chez soi, avant même d'avoir ôté ses gants et son chapeau, on va le contempler avec une tendresse d'amant. Vraiment, pendant 8 jours, j'adorais ce meuble. J'ouvrais à chaque instant ses portes, ses tiroirs. Je le maniais avec ravissement, goûtant toutes les joies intimes de la possession.
Or, un soir, je m'aperçus, en tâtant l'épaisseur d'un panneau, qu'il devait y avoir là une cachette. Mon cœur se mit à battre, et je passai la nuit à chercher le secret sans le pouvoir découvrir. J'y parvins le lendemain en enfonçant une lame dans une fente de la boiserie. Une planche glissa et j'aperçus étalée sur un fond de velours noir une merveilleuse chevelure de femme. Oui, une chevelure, une énorme natte de cheveux blonds, presque roux, qui avait dû être coupée contre la peau et liée par une corde d'or. Je demeurai stupéfait, tremblant, troublé. Un parfum presque insensible, si vieux qu'il semblait l'âme d'une odeur, s'envolait de ce tiroir mystérieux et de cette surprenante relique. Je la pris doucement, presque religieusement, et je la tirai de sa cachette. Aussitôt elle se déroula, répandant son flot doré, qui tomba jusqu'à terre, épais et léger, souple et brillant, comme la queue en feu d'une comète. Une émotion étrange me saisit. Qu'était-ce que cela? Quand? Comment? Pourquoi ces cheveux avaient-ils été enfermés dans ce meuble? Quelle aventure, quel drame cachait ce souvenir? Qui les avait coupés? Un amant un jour d'adieu? Un mari un jour de vengeance? Ou bien celle qui les avait portés sur son front un jour de désespoir? Était-ce à l'heure d'entrer au cloître qu'on avait jeté là cette fortune d'amour comme un gage laissé au monde des vivants? Était-ce à l'heure de la clouer dans la tombe, la jeune et belle morte, que celui qui l'adorait avait gardé la parure de sa tête, la seule chose qu'il pût conserver d'elle, la seule partie vivante de sa chair qui ne dut point pourrir, la seule qu'il pouvait aimer encore et caresser, et baiser dans ses rages de douleur? N'était-ce point étrange que cette chevelure fût demeurée ainsi, alors qu'il ne restait plus une parcelle du corps dont elle était née? Elle me coulait sur les doigts, me chatouillait la peau d'une caresse singulière, d'une caresse de morte. Je me sentais attendrie comme si j'allais pleurer. Je la gardai longtemps, longtemps en mes mains, puis il me sembla qu'elle m'agitait, comme si quelque chose de l'âme fût resté caché dedans. Et je la remis sur le velours terni par le temps, et je repoussai le tiroir, et je refermai le meuble, et je m'en allai par les rues pour rêver. J'allais devant moi plein de tristesse et aussi plein de trouble, de ce trouble qui vous reste au cœur après un baiser d'amour. Il me semblait que j'avais vécu autrefois déjà, que j'avais dû connaître cette femme. Et les vers de Villon me montèrent aux lèvres, ainsi qu'y monte à sanglots. Dicte-moi où, née en quel pays est Flora, la belle romaine, Archipiada née Thaïs, qui fut sa cousine germaine, écho parlant qu'en bruit on mène dessus rivière ou suestan, qui beauté eut plus que humaine, mais où sont les neiges d'antan? La roine blanche comme un lys qui chantoie à voix de sereine. Berthe aux grands pieds, Biétrice Alice, Arambouge qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, que Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souterraines? Mais où sont les neiges d'antan? Quand je rentrai chez moi, j'éprouvai un irrésistible désir de revoir mon étrange trouvaille, et je la repris, et je sentis, en la touchant, un long frisson qui me courut dans les membres. Durant quelques jours, cependant, je demeurai dans mon état ordinaire, bien que la pensée vive de cette chevelure ne me quittât plus. Dès que je rentrais, il fallait que je la visse et que je la maniasse. Je tournai la clé de l'armoire avec ce frémissement qu'on a en ouvrant la porte de la bien-aimée, car j'avais aux mains et au cœur un besoin confus, singulier, continu, sensuel, de tremper mes doigts dans ce ruisseau charmant de vieux morts. Puis, quand j'avais fini de la caresser, quand j'avais refermé le meuble, je la sentais là toujours, comme si elle eût été un être vivant, caché, prisonnier. Je la sentais et je la désirais encore. J'avais de nouveau le besoin impérieux de la reprendre, de la palper, de m'énerver jusqu'au malaise par ce contact froid, glissant, irritant, affolant, délicieux. Je vécus ainsi un mois ou deux, je ne sais plus. Elle m'obsédait, me hantait.
J'étais heureux et torturé comme dans une attente d'amour, comme après les aveux qui précèdent l'étreinte. Je m'enfermais seul avec elle pour la sentir sur ma peau, pour enfoncer mes lèvres dedans, pour la baiser, la mordre. Je l'enroulais autour de mon visage, je la buvais. Je noyais mes yeux dans son onde dorée afin de voir le jour blond à travers. Je l'aimais, oui, je l'aimais. Je ne pouvais plus me passer d'elle ni rester une heure sans la revoir. Et j'attendais. Quoi? Je ne le savais pas. Elle. Une nuit, je me réveillai brusquement avec la pensée que je ne me trouvais pas seule dans ma chambre. J'étais seule pourtant. Mais je ne pus me rendormir, et comme je m'agitais dans une fièvre d'insomnie, je me levai pour aller toucher la chevelure. Elle me parut plus douce que de coutume, plus animée. Les morts reviennent-ils? Les baisers dont je la réchauffais me faisaient défaillir de bonheur. Je l'emportai dans mon lit et je me couchai, en la pressant sur mes lèvres comme une maîtresse qu'on va posséder. Les morts reviennent, elle est venue. Oui, je l'ai vue, je l'ai tenue, je l'ai eue, telle qu'elle était vivante autrefois, grande, blonde, grasse, les seins froids, la hanche en forme de lyre. Et j'ai parcouru de mes caresses cette ligne ondulante et divine qui va de la gorge aux pieds en suivant toutes les courbes de la chair. Oui, je l'ai eue tous les jours, toutes les nuits. Elle est revenue, la morte, la belle morte, l'adorable, la mystérieuse, l'inconnue toutes les nuits. Mon bonheur fut si grand que je ne l'ai pu cacher. J'éprouvais près d'elle un ravissement surhumain, la joie profonde, inexplicable de posséder, l'insaisissable, l'invisible, la morte. Nul amant ne goûta des jouissances plus ardentes, plus terribles. Je n'ai point su cacher mon bonheur. Je l'aimais si fort que je n'ai plus voulu la quitter. Je l'ai emportée avec moi toujours partout. Je l'ai promenée par la ville comme ma femme et conduite au théâtre, en des loges grillées comme ma maîtresse. Mais on l'a vue, on l'a devinée, on me l'a prise. Et on m'a jetée dans une prison comme un malfaiteur. On l'a prise, ô misère. Le manuscrit s'arrêtait là. Et soudain, comme je relevais sur le médecin des yeux effarés, un cri épouvantable, un hurlement de fureur saisi et de désir exaspéré s'éleva dans l'asile. « Écoutez-le, dit le docteur. Il faut doucher 5 fois par jour ce fou obscène. Il n'y a pas que le sergent Bertrand qui ait aimé les mortes. » Je balbutiais ému d'étonnement, d'horreur et de pitié. « Mais cette chevelure existe-t-elle réellement ?» Le médecin se leva, ouvrit une armoire pleine de fioles et d'instruments, et il me jeta à travers son cabinet une longue fusée de cheveux blonds qui vola vers moi comme un oiseau d'or. Je frémis en sentant sur mes mains son toucher caressant et léger, et je restais le cœur battant de dégoût et d'envie. De dégoût comme au contact des objets traînés dans les crimes, d'envie comme devant la tentation d'une chose infâme et mystérieuse. Le médecin reprit en haussant les épaules. « L'esprit de l'homme est capable de tout. » Merci beaucoup. À très vite.